on parle aujourd'hui de répression associative. Hélas, oui, et de plus en plus, c'est ce qui a provoqué le travail collectif avec l'Observatoire des libertés associatives qu'on a créé il y a quelques temps, finalement de parvenir à documenter l'état des libertés associatives aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait donc en se dotant d'un conseil scientifique qui est venu étayer des constats qu'on pouvait faire et finalement les rendre à la fois, j'allais dire, implacables et puis malheureusement montrer leur caractère systémique, c'est-à-dire que finalement ça concerne des associations de tout secteur d'activité, de toute provenance géographique, ça concerne aussi des bords ou des partis politiques variés et l'importance de ce travail devait être complétée puisque finalement on a réussi à documenter à un instant T l'état des libertés associatives. Il manquait une réponse à une question cruciale qui est comment on en est arrivé là, et c'est précisément à cette question que tente de répondre ce petit ouvrage. Quels sont les grands jalons historiques pour comprendre la liberté d'association ? Alors, évidemment, le premier réflexe a été de remonter à la loi de 1901. Sauf qu'en réalité, on ne comprend pas le processus si on ne saisit pas la genèse de la loi de 1901. Et cette genèse nous fait remonter, nous projette 100 ans avant, au moment finalement de la Révolution française et des lendemains immédiats de la Révolution française, notamment 1789 et la loi Le Chapelier qui interdit les regroupements et les corporations. Donc les associations vont être créées en fait dans un premier temps de manière illégale. Et c'est extrêmement important parce qu'on voit bien que ça répond à l'époque à un besoin évident d'entraide. Et c'est cet associationnisme qui, jusqu'à la Révolution aussi importante qu'oubliée de 1848, va créer en fait les ferments d'un nouveau monde et de différents embranchements, puisque cet associationnisme va créer la branche syndicale avec la loi de 1884, la branche mutualiste avec la loi de 1896, les coopératives et évidemment les associations avec la loi de 1901. Voilà, c'est la première grande période. La deuxième grande période nous amène sur la construction de l'État social et puis de l'État-providence et du rôle que les associations ont joué. Et le dernier chapitre de ce livre concerne finalement les associations à l'heure des néolibéralismes triomphants, et le pluriel est utilisé pour montrer la manière dont ces néolibéralismes tendent de plus en plus vers un autoritarisme. Quelles sont les perspectives aujourd'hui pour la liberté d'association ? J'ai envie de dire que les perspectives, elles sont tout simplement vitales. C'est-à-dire qu'on est face à ce que Philippe Hénault appelle une double insoutenabilité, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a un accroissement insupportable des inégalités sociales, à la fois, il y a la catastrophe écologique, et que cette double insoutenabilité fait qu'il devient illusoire de penser qu'il va y avoir une adhésion massive à ce projet politique. Et donc, la tentation du pouvoir, c'est en quelque sorte de passer en force. Et c'est ce à quoi on assiste dans tous les pans de la société, y compris évidemment le secteur associatif. Alors, à côté de ça, évidemment, les raisons d'espérer sont heureusement nombreuses, et c'est ce qu'on essaye de voir dans la conclusion du livre, en listant 9 perspectives plus une. Et la dernière est particulièrement importante parce qu'elle consiste à dire que les 9 perspectives ne suffisent pas et qu'il faut que collectivement on continue à en définir d'autres. Donc c'est aussi un livre qui est une invitation à se mettre au travail collectif.